En pleine saison des pluies, une route en pneus tient. Pendant que des milliards s'en vont vers l'asphalte importé, le Burkina Faso teste un matériau rejeté, plus souple et plus endurant. Et l'idée attire déjà sceptiques, médias et experts intrigués partout ailleurs. Mais si Ibrahim Traoré réussit à réduire les coûts d'environ 40% et l'entretien d'environ 30%, que devient la souveraineté quand une communauté collecte 10 000 pneus par kilomètre, forme ses propres ouvriers et repousse les modèles chers dictés par des acteurs étrangers? Ce pari peut contaminer tout un continent. Ce qui suit n'est pas seulement l'histoire d'une technique alternative, mais celle d'un choix stratégique qui engage l'avenir d'un pays confronté à des contraintes sévères. Pour le Burkina Faso, l'enjeu central tient en quelques mots: construire sans s'endetter, durer sans dépendre, décider sans subir. Les infrastructures routières conditionnent l'accès au marché, aux soins et à l'école, mais elles absorbent aussi des budgets considérables et créent des dépendances longues. Le projet des routes en pneus usagés promet trois gains simultanés: des coûts de construction plus bas, une meilleure résistance aux pluies et à la chaleur, et une mobilisation directe des communautés locales. Mais cette promesse comporte un risque réel. Si la méthode échoue à grande échelle, le pays pourrait perdre du temps, de la crédibilité et des ressources rares. Ce dossier propose donc une lecture claire: comprendre ce qui fonctionne déjà, mesurer ce qui peut basculer et identifier ce que ce pari change concrètement pour l'État, les citoyens et l'équilibre économique du Burkina Faso. La donnée qui a fait basculer le débat tient en une ligne: les premières routes construites à partir de pneus usagés ont réduit les coûts d'environ 40% tout en survivant à la saison des pluies. Ce résultat, observé dès les premiers des tronçons expérimentaux, a surpris des experts habitués à voir les routes rurales se dégrader en quelques mois. Pour Ibrahim Traoré, ce chiffre n'était pas un argument de communication, mais une preuve de terrain, mesurée là où les modèles classiques échouaient régulièrement. Le contexte explique pourquoi cette donnée compte autant. Au Burkina Faso, une grande partie du réseau routier rural devient impraticable chaque année sous l'effet des pluies intenses et de la chaleur. Les solutions traditionnelles, souvent conçues selon des standards extérieurs, exigent des matériaux coûteux, importés et des budgets d'entretien lourds. Dans ce cadre, chaque nouveau chantier renforce une dépendance financière et technique, sans garantie de durabilité réelle. C'est dans cet espace contraint que le projet a émergé. L'idée de recycler des pneus usagés n'est pas née dans un laboratoire, mais dans des villages de l'est du pays où les routes disparaissaient littéralement sous l'eau. Le premier tronçon en pneus recyclés a tenu là où les routes voisines cédaient. Cette résistance initiale a déclenché un effet d'entraînement: curiosité des médias, intérêt des ingénieurs locaux, puis premières évaluations comparatives. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu dépassait déjà la technique. Il s'agissait de démontrer qu'une solution locale pouvait répondre à des contraintes climatiques extrêmes, tout en allégeant la facture publique. En arrière-plan, une question plus large s'installait: si un matériau considéré comme un déchet pouvait devenir un pilier d'infrastructure, que restait-il des certitudes sur les modèles imposés jusque-là? Ce mini-succès initial a ainsi ouvert un espace inédit, non pas celui d'une expérimentation isolée, mais celui d'une remise en cause structurée des choix d'infrastructure, au moment même où le pays cherchait à renforcer son autonomie économique et décisionnelle. Sur le terrain, le projet a rapidement pris un visage humain. Dans les villages où les premières routes ont été construites, les habitants ne sont pas restés de simples bénéficiaires passifs. Ils ont collecté les pneus abandonnés, participé aux premières phases de transformation, puis travaillé sur les chantiers. Cette implication directe a changé la dynamique habituelle des projets d'infrastructure, souvent perçus comme lointains et imposés. Les effets se sont manifestés tôt. Là où les routes devenaient impraticables pendant la saison des pluies,
Les déplacements ont repris. Les producteurs ont pu rejoindre les marchés plus régulièrement, les enfants accéder à l'école sans interruption prolongée et les malades atteindre les centres de santé dans des délais plus courts. Ces améliorations concrètes ont donné au projet une crédibilité immédiate bien avant les débats techniques nationaux. Pour les travailleurs locaux, l'impact a été double. D'un côté, le chantier a créé des emplois directs et indirects, offrant un revenu dans des zones où les opportunités sont rares. De l'autre, il a permis l'acquisition de compétences nouvelles liées au recyclage et à la construction, transférables à d'autres projets. Cette montée en compétences a renforcé le sentiment que le développement pouvait être produit localement et non importé clé en main. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré a pris une dimension particulière. Il n'apparaissait plus seulement comme un décideur politique, mais comme le porteur d'une approche qui redonnait une place active aux communautés. Très tôt, cette appropriation locale a constitué un signal fort. Si la route tenait, le modèle pouvait s'étendre. Si elle échouait, la désillusion serait collective. L'impact précoce n'était donc pas seulement matériel. Il touchait à la confiance, à la fierté et à la perception même de ce que pouvait être une infrastructure conçue à partir des réalités du pays. Au départ, le déclencheur est discret. Face à des routes rurales régulièrement détruites par les pluies, l'idée de recycler des pneus usagés apparaît comme une option marginale, presque expérimentale. Les pneus s'accumulent, deviennent un problème environnemental, puis une ressource potentielle. Avant ce projet, ces déchets étaient brûlés ou abandonnés. Après, ils entrent dans une chaîne de valeur locale. Ce basculement initial marque le premier avant-après du projet porté par Ibrahim Traoré. La montée en puissance commence avec le premier tronçon test. Construit dans une zone exposée aux intempéries, il est observé de près pendant la saison des pluies. Les routes voisines se fissurent, se creusent, deviennent impraticables. Le tronçon en pneus recyclés tient. Cette résistance agit comme un révélateur. Les autorités locales prennent note, les ingénieurs comparent, les habitants observent. Le projet quitte alors le statut d'essai isolé pour entrer dans celui d'alternative crédible. À mesure que les résultats se confirment, l'initiative s'étend à d'autres zones rurales. Chaque nouveau chantier renforce la comparaison avec les méthodes traditionnelles. Avant, les budgets étaient absorbés par des matériaux importés et des entreprises extérieures. Après, une part croissante des dépenses reste sur place, rémunère des travailleurs locaux et finance des compétences nouvelles. Cette dynamique crée un effet cumulatif à la fois économique et symbolique. La phase de tension survient lorsque le projet gagne en visibilité. Des entreprises de construction internationale commencent à exprimer des doutes publics sur la durabilité à long terme de ces routes. Des experts extérieurs soulignent les risques, évoquent des normes, questionnent la reproductibilité du modèle. Pour Ibrahim Traoré, cette contestation marque un tournant. Le projet n'est plus seulement technique, il devient politique et stratégique. La réponse s'appuie alors sur les faits. Les routes existantes continuent de résister aux conditions climatiques. Les coûts annoncés, inférieurs d'environ 40%, se confirment chantier après chantier. L'entretien, moins fréquent et moins coûteux, allège la pression budgétaire. Chaque saison des pluies passées sans dégradation majeure agit comme une validation supplémentaire. Les secousses finales apparaissent lorsque le débat dépasse les frontières du pays. Des médias étrangers s'emparent du sujet, des experts internationaux demandent à évaluer les résultats et d'autres pays africains commencent à s'interroger sur la transférabilité du modèle. Avant, le Burkina Faso suivait des modèles d'infrastructures importés. Après, il devient un cas étudié. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré consolide sa position. Le projet n'est plus perçu comme un pari isolé, mais comme une ligne de rupture assumée avec des pratiques
jugée coûteuse et peu adaptée. La trajectoire reste fragile, mais la chronologie est claire. Une idée marginale s'est transformée en point de bascule, avec des répercussions qui dépassent désormais le terrain local. Le point de départ est simple. Une route rurale classique coûte cher, se dégrade vite et exige un entretien régulier. Avec le modèle en pneus recyclés, le premier écart mesuré concerne le coût de construction. Les données issues des chantiers pilotes indiquent une réduction d'environ 40% par rapport aux méthodes traditionnelles. Ce delta ne provient pas d'une seule variable, mais d'un cumul. Matériaux locaux au lieu d'importation, main-d'œuvre locale plutôt que prestataires extérieurs, et logistique simplifiée. En pratique, chaque kilomètre construit mobilise moins de devises et plus de ressources internes. Le deuxième indicateur clé concerne l'entretien. Sur les routes classiques, les fissures apparaissent rapidement sous l'effet combiné des pluies intenses et de la chaleur. Les réparations deviennent fréquentes et coûteuses. Les routes en pneus recyclés montrent une baisse estimée d'environ 30% des coûts d'entretien. Cette différence s'explique par la souplesse du matériau qui absorbe mieux les variations thermiques et résiste davantage aux infiltrations d'eau. Pour les finances publiques, cet écart se traduit par un allègement durable année après année. Un troisième chiffre éclaire l'impact environnemental. Chaque kilomètre de route construit permet de recycler environ 10 000 pneus usagés. Avant le projet, ces pneus étaient majoritairement brûlés ou abandonnés, générant pollution et risques sanitaires. Après intégration dans le processus de construction, ils deviennent une ressource structurante. Ce changement transforme un passif environnemental en actif d'infrastructure, sans créer de nouvelles chaînes d'importation. Ces données prennent tout leur sens lorsqu'elles sont mises en perspective. Pour un pays où le budget des infrastructures est limité, économiser 40% sur la construction signifie pouvoir étendre le réseau à davantage de zones rurales. Réduire de 30% l'entretien libère des marges pour d'autres priorités publiques, comme la santé ou l'éducation. Recycler des milliers de pneus par kilomètre réduit simultanément la pollution et les coûts de gestion des déchets. L'effet n'est pas ponctuel, il est systémique. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres constituent une base de décision plus qu'un argument politique. Ils permettent de comparer des trajectoires. Dans le scénario classique, chaque nouvelle route accroît la dépendance financière et technique. Dans le scénario alternatif, chaque chantier renforce une capacité locale tout en maîtrisant les dépenses. Le choix ne se limite donc pas à une technique, mais à une logique d'allocation des ressources. Il reste des limites. Les données disponibles proviennent principalement de projets pilotes et d'extensions régionales. Elles doivent être confirmées à plus grande échelle et sur une durée plus longue. Toutefois, la cohérence des résultats observés, chantier après chantier, réduit l'incertitude initiale. Les écarts mesurés ne sont pas marginaux, ils sont structurels. Ainsi, la preuve chiffrée ne dit pas seulement que le modèle fonctionne. Elle indique pourquoi il change la donne, en passant d'un système coûteux et fragile à un système plus résilient et maîtrisé. Le Burkina Faso explore une voie où l'infrastructure cesse d'être un fardeau budgétaire pour devenir un levier de souveraineté. Les critiques du modèle en pneus recyclés méritent d'être formulées clairement. Les entreprises de construction traditionnelles et certains experts internationaux avancent d'abord un argument de durabilité à long terme. Selon eux, les routes en béton ou en asphalte bénéficient de décennies de recul, de normes éprouvées et de cadres réglementaires clairs. À l'inverse, l'usage massif de pneus recyclés serait encore trop récent pour garantir une performance stable sur plusieurs décennies, surtout sous trafic croissant. Un second argument concerne la sécurité et l'échelle. Les sceptiques estiment que ce qui fonctionne sur des routes rurales à faible trafic
pourrait échouer sur des axes plus fréquentés. Ils soulignent aussi la complexité logistique d'une généralisation nationale, collecte suffisante de pneus, qualité homogène du recyclage, contrôle technique rigoureux. Sans ces garde-fous, le modèle risquerait de produire des infrastructures inégales, voire dangereuses. Ces critiques sont cohérentes. Elles rappellent que l'infrastructure n'est pas un champ d'expérimentation sans conséquence. Cependant, la réponse apportée par les faits observés sur le terrain nuance fortement ces objections. Les routes pilotes ont traversé plusieurs saisons des pluies sans dégradation majeure, là où des routes classiques se détérioraient de plus vite. Cette performance n'est pas théorique, elle est mesurée dans des conditions climatiques réelles et contraignantes. Sur la question de l'échelle, le projet a justement intégré une logique progressive. Plutôt que de basculer brutalement, il s'est étendu par étapes, région après région, avec des ajustements techniques continus. Cette approche réduit le risque systémique. Elle permet aussi de former progressivement la main-d'œuvre et de structurer les chaînes de recyclage au lieu de les improviser. Enfin, l'argument économique pèse lourd dans l'arbitrage. Même si une route en pneus recyclés devait avoir une durée de vie légèrement inférieure dans certains contextes, la réduction d'environ 40% des coûts de construction et de 30% des coûts d'entretien change le calcul global. Le rapport coût-résilience devient central, surtout pour un pays aux ressources limitées. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré ne rejette pas les critiques, il les intègre comme condition de vigilance. Le débat ne se résume donc pas à une opposition idéologique entre ancien et nouveau, mais à une comparaison pragmatique entre deux modèles, l'un coûteux et dépendant, l'autre plus flexible et ancré localement. À ce stade, le projet cesse d'être perçu comme une expérimentation locale pour entrer dans une autre catégorie, celle d'une option stratégique crédible. Le basculement ne vient pas d'une annonce politique, mais d'un changement de regard. Les routes en pneus recyclés ne sont plus évaluées seulement sur leur originalité, mais sur leur capacité à répondre, de manière répétable, aux contraintes climatiques et budgétaires du pays. Ce moment charnière intervient lorsque les comparaisons s'accumulent. D'un côté, des routes traditionnelles coûteuses, dépendantes de financements extérieurs, fragiles face aux pluies. De l'autre, des tronçons alternatifs qui tiennent, mobilisent des ressources locales et réduisent la pression financière. La question n'est plus de savoir si la solution est atypique, mais si elle est plus rationnelle dans ce contexte précis. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation intermédiaire redéfinit l'objectif. Il ne s'agit plus seulement de prouver que le Burkina Faso peut construire autrement, mais de montrer qu'un pays peut choisir ses priorités techniques sans se plier systématiquement aux standards dominants. Le projet change alors de statut. Il devient un test de souveraineté décisionnelle. Ce déplacement du débat a un effet immédiat. Les discussions quittent le terrain de la curiosité pour celui des politiques publiques. Peut-on intégrer ce modèle dans une planification nationale? Peut-on l'adapter à d'autres régions, à d'autres usages? La route en pneus recyclés n'est plus une exception tolérée, mais une hypothèse sérieuse. À mi-parcours, le sens du projet s'éclaircit. Ce qui semblait marginal apparaît désormais comme un levier potentiel, capable d'influencer durablement la manière dont le pays pense son développement. Pour l'État burkinabé, les effets sont d'abord budgétaires puis stratégiques. La baisse d'environ 40% des coûts de construction modifie l'arbitrage public. À budget constant, davantage de kilomètres peuvent être réalisés, notamment dans des zones rurales longtemps négligées. La réduction des dépenses d'entretien, estimée autour de 30%, stabilise les charges futures et rend la planification plus prévisible. À moyen terme, cette trajectoire renforce la capacité de décision nationale car elle limite le recours systématique au financement extérieur et aux prestataires imposés. Pour Ibrahim Traoré, cette conséquence est centrale.
L'infrastructure cesse d'être un facteur de dépendance structurelle. Du côté des entreprises locales, le changement est tout aussi tangible. Le modèle en pneus recyclés crée une demande nouvelle pour la collecte, le traitement et la mise en œuvre de matériaux auparavant considérés comme des déchets. Des PME locales entrent dans la chaîne de valeur, là où les grands projets classiques favorisaient surtout des groupes étrangers. Cette redistribution des rôles stimule un tissu économique plus diversifié. Elle favorise aussi l'apprentissage technique et l'émergence de compétences adaptées au contexte local, plutôt que la simple exécution de cahiers des charges importés. Pour les citoyens, et en particulier les populations rurales, l'impact est immédiat et quotidien. Des routes praticables toute l'année réduisent l'isolement, facilitent l'accès aux marchés, aux écoles et aux centres de santé. Les gains ne se mesurent pas seulement en kilomètres, mais en temps et en sécurité. Les femmes, souvent en première ligne des activités économiques locales, bénéficient d'une mobilité accrue qui renforce leur autonomie. Dans plusieurs zones, la participation directe des habitants au chantier a également renforcé le sentiment d'appropriation. La route n'est plus perçue comme une infrastructure extérieure, mais comme un bien collectif construit localement. À l'échelle régionale, enfin, le projet produit un effet d'observation. D'autres pays confrontés à des défis similaires suivent de près l'expérience burkinabé. L'intérêt ne porte pas uniquement sur la technique, mais sur la logique globale, transformer un problème environnemental en ressource, réduire les coûts sans sacrifier la durabilité et ancrer les infrastructures dans les réalités climatiques locales. Pour Ibrahim Traoré, cette attention régionale ouvre un nouvel espace. Le Burkina Faso n'est plus seulement un bénéficiaire de modèles extérieurs, mais un cas étudié, potentiellement reproductible ailleurs. Ces quatre niveaux d'impact se renforcent mutuellement. L'État gagne en marge de manœuvre, les entreprises locales en opportunité, les citoyens en qualité de vie et la région en référence alternative. Aucune de ces conséquences n'est isolée. Ensemble, elles dessinent une trajectoire où l'infrastructure devient un levier de transformation sociale, économique et politique. La question qui s'impose alors n'est plus de savoir si ces routes fonctionnent, mais jusqu'où ces effets peuvent s'étendre si le modèle est maintenu et adapté dans le temps. Dans le scénario de base, le plus probable à court terme, le projet poursuit son extension progressive. Les routes en pneus recyclés continuent d'être déployées dans des zones rurales prioritaires sans encore transformer l'ensemble du réseau national. Les données s'accumulent, les méthodes se standardisent et les formations locales montent en puissance. Cette trajectoire consolide les gains existants mais reste prudente. Elle permet au gouvernement d'ajuster les normes, de sécuriser la qualité et de limiter les risques, tout en maintenant une alternative crédible au modèle traditionnel. Le scénario optimiste suppose un alignement rapide de plusieurs facteurs. Les résultats techniques se confirment sur un plus grand nombre de tronçons, la collecte et le recyclage des pneus s'organisent à l'échelle régionale et le cadre réglementaire s'adapte sans friction majeure. Dans ce cas, le modèle change d'échelle. Les économies réalisées libèrent de DEC des marges budgétaires visibles et l'expérience attire des partenariats techniques plutôt que des solutions imposées. Pour Ibrahim Traoré, cette trajectoire renforcerait la position du Burkina Faso comme référence en matière d'infrastructures adaptées aux contraintes climatiques et économiques africaines. Le scénario pessimiste repose sur des blocages cumulés. Des difficultés logistiques ralentissent la collecte des pneus. Des critiques techniques freinent l'adoption institutionnelle et des pressions économiques ou diplomatiques réduisent les marges de manœuvre. Le projet survit mais reste cantonné à quelques régions.
Les bénéfices existent, mais ne suffisent pas à transformer durablement le modèle national. Cette trajectoire n'invalide pas la solution, mais limite fortement son impact structurel. Ces trois scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Leur point commun est une même question de fond. Comment arbitrer entre prudence et ambition lorsque les ressources sont limitées et les enjeux élevés? Si l'on raisonne uniquement en termes de conformité aux standards existants, l'expansion restera lente. Si l'on raisonne en termes de rapport coût-résilience, l'alternative gagne en pertinence. À ce stade, le choix n'est donc pas binaire. Il s'agit plutôt d'un équilibre à construire entre expérimentation contrôlée et intégration progressive. La trajectoire retenue dépendra moins d'une annonce politique que de la capacité à transformer des résultats techniques en décisions durables. Pour les décideurs publics, l'expérience burkinabé invite à revoir une hypothèse souvent implicite, l'idée que les solutions les plus coûteuses seraient nécessairement les plus fiables. Le projet montre qu'en contexte contraint, le critère décisif n'est pas la conformité à des standards importés, mais l'adéquation entre coût, durabilité et conditions locales. Cette lecture pousse à comparer les options non pas en valeur absolue, mais en rapport coût-résilience, un prisme rarement central dans les politiques d'infrastructure. Pour les entrepreneurs et acteurs économiques, la démarche ouvre une autre perspective. Elle suggère que l'innovation ne passe pas uniquement par des technologies complexes ou des capitaux massifs, mais aussi par la reconfiguration de chaînes de valeur existantes. Transformer un déchet en ressource, structurer une filière locale et répondre à un besoin réel crée un espace économique là où il n'existait pas. Ce type de logique est transférable bien au-delà des routes ou du Burkina Faso. Pour les citoyens, enfin, l'histoire résonne à un niveau plus concret. Elle rappelle que les infrastructures ne sont pas abstraites. Elles façonnent l'accès au travail, à l'éducation, aux soins et à la mobilité quotidienne. Lorsqu'une solution est conçue avec la participation directe des communautés, elle modifie le rapport au développement lui-même. Le projet devient quelque chose que l'on comprend, que l'on touche et que l'on défend, plutôt qu'un chantier distant décidé ailleurs. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré incarne moins un modèle à copier qu'un déclencheur de réflexion. Son initiative pose une question universelle. Que se passe-t-il quand un pays cesse de demander quelle solution est reconnue internationalement pour se demander laquelle fonctionne réellement chez lui? Cette inversion du raisonnement peut s'appliquer à d'autres secteurs, d'autres territoires, d'autres contraintes. Pour le spectateur, l'enjeu est donc double. Il s'agit d'observer un cas précis, mais aussi d'en extraire une grille de lecture plus large. Là où les ressources sont limitées, la créativité et l'appropriation locale deviennent des leviers stratégiques. Et cela concerne bien plus que les routes. La première étape consiste à sécuriser l'amont du modèle. Pour fonctionner à grande échelle, la collecte des pneus usagés doit être structurée, régulière et géographiquement équilibrée. Cela implique la création de centres régionaux capables de stocker, trier et préparer les matériaux selon des standards techniques clairs. Cette organisation réduit les ruptures d'approvisionnement et garantit une qualité homogène des routes construites, condition indispensable à la crédibilité du modèle. La deuxième étape porte sur les compétences. Former des ouvriers, des techniciens et des ingénieurs locaux permet de stabiliser le savoir-faire dans le pays. Les programmes de formation doivent couvrir à la fois les techniques de recyclage, la mise en œuvre sur chantier et les contrôles de qualité. Cette montée en compétences progressive limite la dépendance à l'expertise extérieure et transforme le projet en filière durable, capable d'évoluer avec les besoins. La troisième étape relève du cadre institutionnel. Pour éviter une adoption fragmentée, des normes nationales doivent être définies, testées et ajustées.
Elles servent de référence aux collectivités locales et sécurisent les décisions budgétaires. À ce stade, le rôle de l'État est central. Il ne s'agit pas d'imposer un modèle unique, mais de reconnaître officiellement une alternative crédible. Pour Ibrahim Traoré, cette reconnaissance marque le passage d'une initiative expérimentale à une politique publique assumée. La quatrième étape concerne le financement. Les économies réalisées sur les coûts de construction et d'entretien peuvent être réinvesties dans l'extension du réseau ou dans d'autres secteurs prioritaires. L'objectif n'est pas d'augmenter la dépense globale, mais d'en améliorer l'efficacité. Des partenariats ciblés, techniques plutôt que prescriptifs, peuvent accompagner cette phase sans reprendre le contrôle du projet. Enfin, une évaluation continue doit être intégrée dès le départ. Mesurer la durabilité réelle, les coûts sur plusieurs années et l'impact social permet d'ajuster la trajectoire. Cette logique de suivi transforme la feuille de route en processus évolutif plutôt qu'en plan figé. À travers ces étapes, le projet s'inscrit dans le temps long. La question n'est plus seulement comment construire autrement, mais comment institutionnaliser une solution locale sans perdre sa souplesse. C'est sur ce terrain que se jouera la suite. Revenir aux routes, c'est revenir à ce qui a tout déclenché. Dans les villages où les premiers de tronçons ont été posés, elles ne sont pas seulement perçues comme des infrastructures techniques, elles sont devenues des repères. Elles marquent la fin d'un isolement saisonnier, la continuité des déplacements et la preuve visible qu'une autre manière de faire est possible. Chaque passage sur ces routes rappelle que ce qui était considéré comme un déchet peut devenir un socle durable. Ce symbole dépasse la matérialité du chantier. Il touche à la manière dont un pays se regarde. En impliquant directement les communautés, le projet a transformé la relation entre citoyens et développement. La route n'est plus un objet venu d'ailleurs, construit selon des logiques extérieures, mais le résultat d'un effort collectif. Cette appropriation nourrit une fierté discrète mais profonde, celle de voir une solution locale tenir face à des contraintes réelles. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré occupe une place particulière. Non pas comme figure héroïque isolée, mais comme catalyseur d'un changement de perspective. Son initiative a déplacé le centre de gravité du débat de la conformité aux standards vers l'efficacité concrète. Ce déplacement, une fois opéré, ne disparaît pas. Il laisse une trace durable dans la manière de penser l'action publique. La route devient alors un motif récurrent. Elle relie des lieux, mais aussi des idées. Elle relie la contrainte budgétaire à la créativité, le défi climatique à l'ingéniosité et l'autonomie locale à une vision plus large du développement. Dans ce lien, le projet trouve sa force émotionnelle. Une phrase s'impose, simple et dense: bâtir avec ce que l'on a change ce que l'on devient. Arrivé à ce point, le projet ne se résume plus à une technique de construction. Il devient une invitation à repenser la manière dont les sociétés abordent leurs propres contraintes. Les routes en pneus recyclés posent une question simple mais exigeante. Faut-il d'abord chercher la solution reconnue ailleurs ou celle qui fonctionne ici et maintenant avec les moyens disponibles? Cette interrogation dépasse largement le Burkina Faso. Pour les observateurs extérieurs, l'expérience montre que le développement n'est pas uniquement une affaire de capitaux ou de technologies sophistiquées. Il repose aussi sur la capacité à transformer des problèmes locaux en opportunités structurantes. Dans ce sens, l'initiative portée par Ibrahim Traoré agit comme un miroir. Elle renvoie chaque pays, chaque communauté à ses propres ressources inexploitées et à ses marges d'autonomie souvent sous-estimées. L'enjeu n'est pas de copier un modèle à l'identique, il est d'en comprendre la logique, adapter plutôt qu'importer, tester plutôt qu'imposer, impliquer plutôt que déléguer entièrement. Ces principes peuvent s'appliquer à d'autres infrastructures, à d'autres secteurs et à d'autres réalités sociales ou économiques. La trajectoire du Burkina Faso reste ouverte.
Elle connaîtra des ajustements, des réussites et des limites. Mais une chose est déjà acquise, le débat a changé de nature. La question n'est plus seulement que nous manque-t-il, mais que pouvons-nous faire avec ce que nous avons?